Bonsoir et bienvenue dans Inside News Review. Je suis Marcel. Durant les 5 prochains épisodes, nous allons plonger au cœur d'une institution essentielle à la République démocratique du Congo. Une institution qui façonne le destin national depuis plus d'un siècle. Les Forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Souvent jugées sans être comprises, parfois redoutées, parfois admirées, elles demeurent un miroir de notre histoire politique, de nos fractures et de nos espoirs. Cette série ne cherche ni à accuser ni à défendre. Elle se veut une enquête approfondie, méthodique, fondée sur des faits établis, des archives, des rapports militaires et la parole de ceux qui ont vécu l'institution de l'intérieur. Il s'agit de comprendre. Comprendre comment une armée née dans la contrainte coloniale a tenté de se redéfinir au fil des crises. Comprendre pourquoi, malgré les réformes et les promesses, elle peine encore à devenir le pilier d'une souveraineté assumée. Comprendre enfin ce qui doit être transformé pour que les FARDC cessent d'être perçus comme un fardeau et deviennent un instrument crédible de défense nationale. Encore une fois, il convient d'être clair. Cette série n'a pas pour intention d'affaiblir le moral des troupes, ni de jeter le discrédit sur ceux qui servent sous le drapeau. Elle vise à éveiller une conscience collective, à interpeller les dirigeants et à rappeler au peuple congolais que la sécurité d'une nation repose d'abord sur la lucidité et la volonté de réforme. En revisitant notre histoire militaire, nous voulons extraire les leçons nécessaires pour bâtir une armée républicaine, disciplinée, ancrée dans la loyauté et la compétence, au service exclusif de la nation. Ce soir, nous commençons ce voyage dans le temps. Car pour comprendre les FARDC d'aujourd'hui, il faut d'abord remonter à leurs origines. Ces racines plongent dans une époque lointaine, celle de la force publique coloniale, lorsque les armes servaient moins à défendre un peuple qu'à imposer une domination. C'est là que débute notre enquête, au cœur des forêts équatoriales du Congo belge, là où s'est forgée, dans la douleur, la matrice de l'armée congolaise moderne. Sans plus tarder, nous allons ouvrir le chapitre 1, la force publique, l'instrument colonial. Avant d'être congolaise, l'armée du Congo fut belge. On l'appelait la force publique. Ce nom, presque neutre, masque une réalité brutale. La force publique n'était pas une armée nationale. C'était un outil de contrôle colonial créé par le roi Léopold II pour maintenir l'ordre dans ce qu'il considérait comme sa propriété personnelle. L'État indépendant du Congo. Elle fut le prédécesseur direct de la première armée nationale qui allait voir le jour en 1960. Les soldats de la force publique étaient congolais. Les officiers, eux, étaient belges. Tous, sans exception. Au moment de l'indépendance, en 1960, aucun Congolais n'avait été formé au rang de commandement. Cette exclusion délibérée n'était pas un oubli administratif. C'était une stratégie. Les autorités coloniales craignaient qu'une élite militaire congolaise ne devienne un foyer de contestation nationaliste. Cette organisation verticale créait une double humiliation. D'un côté, les soldats congolais accomplissaient les tâches les plus dangereuses, patrouillaient dans les forêts, mataient les révoltes locales, risquaient leur vie pour un système qui les méprisait. De l'autre, ils voyaient leur chef belge jouir de privilèges inaccessibles. Salaire confortable, logement décent, respect institutionnel. Entre eux, aucun pont, aucune passerelle. La force publique fonctionnait comme deux armées superposées. Une armée blanche de commandement, une armée noire d'exécution. Quand les leaders nationalistes congolais négociaient l'indépendance avec Bruxelles dans les années 1950, ils réclamaient la congolisation de l'administration, de la justice, de l'éducation. Mais l'armée resta leur angle mort. Ils crurent naïvement qu'un transfert administratif suffirait. Ils ne comprirent pas qu'une armée ne se décrète pas. Elle se construit. Elle nécessite des officiers formés, des sous-officiers expérimentés, une doctrine partagée, une culture institutionnelle. Le Congo accéda à l'indépendance avec un déficit critique d'officiers congolais. Le 30 juin 1960, le drapeau belge est descendu. Le drapeau congolais est monté. Un nouveau pays était né.
Mais l'armée, elle, restait structurellement coloniale. Les grades supérieurs demeuraient aux mains des Belges. Les soldats congolais, qui avaient espéré des promotions, qui avaient espéré la reconnaissance, se retrouvaient face à la même hiérarchie, les mêmes humiliations, les mêmes injustices. La fin de l'ère coloniale et la naissance de la nation allaient être immédiatement définies par l'implosion violente de cette force. Les autorités coloniales avaient sciemment maintenu une armée d'exécution sans commandement congolais, perpétuant ainsi une injustice structurelle et une humiliation quotidienne pour les troupes africaines. L'indépendance, attendue comme une libération, n'a fait qu'exacerber cette fracture, laissant en place la même hiérarchie, les mêmes privilèges, les mêmes frustrations. L'explosion était inévitable, nous amenant au chapitre 2 de notre enquête. La mutinerie de 1960, l'acte fondateur du chaos. 9 jours. Il aura fallu 9 jours pour que l'armée du Congo indépendant implose. Le 9 juillet 1960, au camp Massard d'Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, les soldats de la force publique se révoltent. Ils refusent d'obéir à leurs officiers belges. Ils exigent des promotions. Ils exigent le départ des cadres coloniaux. Ils exigent, en somme, une armée véritablement congolaise. La mutinerie se propage comme une traînée de poudre. Léopoldville, Luluabourg, Matadi, Tisville. Partout, les casernes s'embrasent. L'autorité du jeune gouvernement de Patrice Lumumba s'effondre avant même d'avoir pu s'établir. Les conséquences sont immédiates et catastrophiques. La Belgique, invoquant la protection de ses ressortissants, envoie des troupes qui interviennent dans plusieurs villes. Panique générale. Exode massif des colons belges. Et surtout, le 11 juillet, 2 jours après le début de la mutinerie, Moïse Tshombe déclare l'indépendance de la province du Katanga, la région la plus riche du pays en ressources minières. Cette sécession était soutenue par les administrateurs belges restants. Ce n'est pas une coïncidence. La mutinerie a créé un vide sécuritaire. Ce vide, Tshombe et ses soutiens belges l'exploitent. Le Katanga fait sécession. D'autres provinces suivront. Le Congo sombre dans la crise. Ce qui frappe dans cette mutinerie, c'est sa spontanéité désorganisée. Il n'y avait pas de plan, pas de coordination, pas de leadership unifié. Les soldats se sont révoltés parce qu'ils en avaient assez, parce que l'indépendance leur avait été promise comme un changement et qu'ils constatent qu'au fond, rien n'avait changé. Leur frustration était légitime. Leur méthode est catastrophique, car cette révolte sans programme politique transforma l'armée en facteur de désordre plutôt qu'en instrument de stabilisation. Cette mutinerie de juillet 1960 est l'acte fondateur de l'histoire militaire congolaise postcoloniale. Elle n'est pas une simple révolte de soldats mécontents. C'est le moment où le Congo découvre que son armée, loin d'être un pilier de l'État, est une menace pour sa survie. C'est le moment où l'institution militaire devient un facteur de fragmentation plutôt que de cohésion. L'onde de choc de la mutinerie de juillet 1960 fut dévastatrice, confirmant que l'armée postcoloniale était, dès sa naissance, un facteur de désordre et de fragmentation pour le jeune État. Au milieu de ce chaos politique et sécuritaire qui menaçait la survie même du Congo, un homme, jeune colonel opportuniste, comprit que le chemin vers le pouvoir passait par le contrôle stratégique et méthodique de l'institution militaire. Son nom, Joseph Désiré Mobutu. Ceci nous plonge dans un nouvel épisode des Forces en armes du Congo, qui fait l'objet du chapitre 3 de notre enquête. Mobutu et la construction d'une armée personnelle. Mobutu n'a pas pris le pouvoir par hasard. Il l'a construit méthodiquement, brique par brique, en utilisant l'armée comme fondation. Entre juillet et septembre 1960, pendant que le pays sombre dans l'anarchie, Mobutu travaille en coulisses. Sa stratégie est simple, efficace et impitoyable. Il s'agit de bâtir une armée qui lui soit personnellement loyale. Pour cela, il utilise 3 leviers. Premier levier, l'argent étranger. Mobutu canalise l'aide financière de la CIA américaine, des Nations Unies
et de la Belgique vers les unités qui lui sont fidèles. Ceux qui le soutiennent reçoivent des armes, de la nourriture, des salaires réguliers. Les autres sont laissés à l'abandon. Deuxième levier, l'exil stratégique. Les unités qu'il juge peu fiables, celles commandées par des officiers susceptibles de lui faire de l'ombre, Mobutu les envoie dans des régions isolées, loin des centres de pouvoir. Elles ne peuvent plus constituer une menace. Troisième levier, le plus décisif, le contrôle des promotions et des soldes. Mobutu s'assure personnellement que toute nomination d'officier, tout versement de salaire, passe par lui ou par ses hommes de confiance. Progresser dans l'armée congolaise, c'est désormais être loyal à Mobutu. Pas à l'État, pas au peuple, à Mobutu. En septembre 1960, cette stratégie porte ses fruits. Mobutu dispose d'une force armée opérationnelle, l'armée nationale congolaise, l'ANC, forte d'environ 12 000 hommes. Mais le paysage militaire du Congo reste fragmenté. À côté de l'ANC de Mobutu, il existe la gendarmerie katangaise de Tchombe, forte de 10 000 hommes, la constabulary du Sud Kasaï d'Albert Kalonji et l'ANC dissidente de Stanleyville, fidèle à Antoine Gizenga, qui compte 8 000 soldats. Le Congo n'a pas une armée. Il en a 4, chacune contrôlée par un chef politique, chacune défendant des intérêts particuliers. Cette fragmentation militaire reflète et renforce la fragmentation politique du pays. Elle prépare le terrain pour les décennies de violence à venir. Mobutu consolide progressivement son emprise. Mais dès le début des années 1970, son armée, rebaptisée Forces armées zaïroises, les FAZ, commence à révéler ses faiblesses structurelles. Ces faiblesses seront brutalement exposées lors de 2 conflits majeurs qui marquèrent un tournant dans l'évolution de l'institution militaire congolaise. Le premier test de résistance survient en Angola. En 1975, Mobutu, agissant comme le chien de garde des intérêts occidentaux en Afrique centrale, s'implique sans retenue dans la guerre civile angolaise. Sur ordre de la CIA et dans le cadre des logiques de la guerre froide, il envoie des troupes des FAZ soutenir le Front National pour la libération de l'Angola de Holden Roberto et l'UNITA de Jonas Savimbi, qui combattent le gouvernement marxiste du MPLA d'Agostinho Neto. Cette ingérence militaire zaïroise en Angola n'était pas dictée par des considérations de sécurité nationale congolaise. C'était une aventure géostratégique commandée depuis Washington. Mais cette intervention produit un effet boomerang dévastateur. En mai 1976, un mémorandum de la CIA destiné au secrétaire d'État Henry Kissinger dresse un constat alarmant. L'armée zaïroise ne pourrait résister qu'à une attaque de faible envergure menée par un seul pays voisin. Elle serait incapable de contrer une offensive angolaise soutenue par Cuba. Pire encore, les FAZ ne pourraient pas empêcher une insurrection de grande ampleur sur le territoire national. Ce diagnostic s'avérera prophétique. Ayant méthodiquement bâti son pouvoir sur une armée qui lui était personnellement dévouée, Mobutu instaura un règne qui dura plus de 3 décennies. Cependant, en faisant de l'allégeance politique l'unique critère de progression et en détournant les budgets de la défense pour enrichir son cercle, le maréchal vida son instrument de sa substance. Cette armée personnelle, rebaptisée Forces armées zaïroises, FAZ, allait bientôt révéler au monde l'étendue de sa fragilité structurelle lors d'épreuves majeures. Nous voici donc au chapitre 4 de notre enquête. Les FAZ sous Mobutu, une institution vidée de l'intérieur. Mobutu finit par prendre le pouvoir, d'abord en 1965, puis de manière de plus en plus autocratique. Il rebaptise le pays Zaïre. Il rebaptise l'armée Forces armées zaïroises, les FAZ, et pendant 32 ans, il règne. Les FAZ sont l'instrument de ce règne, mais elles en sont aussi la victime. Car Mobutu, qui a bâti son armée sur la loyauté personnelle, ne change jamais de méthode. Les promotions ne récompensent pas la compétence militaire, elles récompensent la fidélité politique. Les budgets de la défense ne servent pas à acheter des équipements ou à former des soldats.
Ils servent à enrichir le cercle rapproché du président. Le résultat est documenté par une étude de la Library of Congress américaine datant de 1992-1993. Les chiffres sont accablants. Pour la première brigade blindée des phases, le taux d'équipement hors service atteint régulièrement 70 à 80%. 7 chars sur 10 ne fonctionnent pas. Les causes, pénurie de pièces de rechange, vol systématique de matériel et absence totale de culture de maintenance. Quand des équipes techniques étrangères sont envoyées pour remettre les véhicules en état, les améliorations ne durent que le temps de leur présence. Dès qu'elles repartent, tout retombe en panne. Les personnels zaïrois n'ont ni la formation ni les ressources pour entretenir leur propre matériel. L'armée de Mobutu est une coquille vide, impressionnante sur le papier, inefficace sur le terrain. Et à l'intérieur, la méfiance règne. En 1975, un prétendu coup d'État, que les historiens qualifient de coup monté et manqué, sert de prétexte à Mobutu pour arrêter plusieurs officiers supérieurs, dont le chef d'état-major des forces terrestres, le général Daniel Katsuvawa Katsuvira, ainsi que les attachés militaires à Washington et Paris. Qu'il y ait eu ou non un complot réel importe peu. Ce qui compte, c'est le message. Dans les FAZ, personne n'est à l'abri. Même les généraux les plus haut placés peuvent tomber. Mais c'est entre 1977 et 1978 que la fragilité des FAZ sera exposée de manière éclatante lors de 2 invasions consécutives de la province du Shaba, l'ancien Katanga. Ces événements, connus sous le nom de Première et Deuxième Guerre du Shaba, révéleront au monde entier l'incapacité de l'armée zaïroise à défendre son propre territoire sans aide étrangère massive. Le retour de bâton de l'aventure angolaise survient en mars 1977. Des gendarmes katangais exilés en Angola depuis la sécession manquée des années 1960, regroupés au sein du Front pour la libération nationale du Congo, sous la direction de Nathanaël Mbumba, franchissent la frontière. Ils sont environ 2000 combattants, soutenus par l'Angola et Cuba. Face à eux, les phases s'effondrent. Les rebelles occupent facilement Kassaji le 13 mars, puis Muchacha le 25 mars 1977. Ils progressent rapidement car les unités de gendarmerie zaïroises installées le long de la frontière ne résistent pratiquement pas. L'invasion n'était pourtant pas une surprise. Les services de renseignement zaïrois avaient transmis des informations sur les préparatifs. Mais comme souvent dans les FAZ, les rapports des échelons inférieurs ne furent jamais exploités par la hiérarchie. Mobutu parvient finalement à repousser les gendarmes katangais en mai 1977, mais uniquement grâce à l'opération Verveine montée par le Maroc, qui envoie 1500 soldats aérotransportés à bord d'avions militaires français Transal. En une semaine, les Marocains reconquièrent le terrain perdu. Face à cet adversaire trop fort, les rebelles se replient sans combattre. Un an plus tard, jour pour jour, le 13 mai 1978, les gendarmes katangais récidivent. Cette fois, l'offensive est mieux organisée, encadrée par des instructeurs est-allemands et cubains. Entre 3000 et 4000 hommes du FNLC, répartis en 11 bataillons, s'infiltrent au Zaïre depuis la Zambie. Ils prennent soin de se fondre dans la population, dissimulant leurs armes dans V5. Leur objectif principal, la ville minière stratégique de Kolwezi, centre névralgique de l'industrie du cuivre et du cobalt, hébergeant une communauté de 3000 coopérants européens. L'assaut débute le 13 mai 1978 à 5h30 du matin. Dès le premier choc, la 14e brigade des FAZ, chargée de défendre Kolwezi, se débande complètement. 7 avions et 5 hélicoptères sont détruits sur l'aérodrome. De nombreux soldats fuient. Un peloton d'automitrailleuses Panhard passe même à l'ennemi. Les rebelles s'emparent rapidement de l'aéroport et des quartiers résidentiels. Ils installent leur poste de commandement à l'hôtel Impala. Les massacres commencent. Au moins 100 Européens
et 300 Congolais sont tués dans les premiers jours. Face à la débâcle, Mobutu envoie en urgence le major Donatien Maélé Liekou, commandant du 311e bataillon parachutiste, avec 200 paras formés par des instructeurs français. Une partie de ces troupes est larguée directement sur Kolwezi et décimée en l'air par les rebelles. Maélé et le reste de ses hommes progressent par la route, atteignent l'aéroport et réussissent là où le général Tchikeva avait fui. C'est la première vraie victoire zaïroise. Mais Mobutu, dont le régime vacille, doit se résigner. Il appelle son ami Valéry Giscard d'Estaing. Le 19 mai 1978, la France lance l'opération Léopard. 600 légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes sautent sur Kolwezi. Le même jour, 8 Herculès C-130 belges débarquent les paracommandos belges. La ville est reprise. Plus de 2000 personnes sont évacuées. Les Français et les Belges quittent le pays quelques semaines plus tard, relevés par une force panafricaine. Le bilan est lourd. 750 Congolais tués, 170 Européens, plusieurs centaines de soldats des FAZ morts, 250 rebelles tués, 6 légionnaires français, un paracommando belge et un para-marocain tombés au combat. Mobutu peut souffler, mais l'humiliation est totale. Son armée n'a survécu que grâce aux interventions étrangères. Les humiliations subies lors des 2 guerres du Chaba, qui n'ont vu le régime Mobutu survivre que grâce à l'intervention militaire étrangère, laissèrent des traces profondes. Craignant désormais que l'armée ne se retourne contre lui, Mobutu amplifia la politisation des phases, favorisant l'allégeance ethnique et la répression des officiers compétents. Cette stratégie de la méfiance, renforcée par la fin de la guerre froide et l'arrêt du soutien occidental, propulsa les phases dans un déclin irréversible, aboutissant à une crise institutionnelle totale. Ce qui nous introduit au chapitre 5, les années de déclin 1980-1996, quand Mobutu abandonna son armée. Les années 1980 marquent une transformation profonde et silencieuse des FAZ. Mobutu, échaudé par les purges des années 1970 et les humiliations du Chaba, met en œuvre une stratégie délibérée de contrôle ethnique de l'armée. Entre 1975 et 1978, plus de 1000 officiers et sous-officiers issus du Kasaï et du Chaba avaient été exclus. Pendant les années 1980, cette politique s'accentue. Les FAZ se peuplent progressivement d'Ngbandi, l'ethnie de Mobutu originaire de l'Équateur, et d'Ngbaka. Les postes clés du commandement sont verrouillés par des hommes de confiance liés au président par le sang ou par la région d'origine. La tribalisation remplace la professionnalisation. Malgré cette déliquescence interne, Mobutu continue d'utiliser ces phases comme instrument de sa politique régionale. En 1984 et 1985, l'armée zaïroise réprime l'insurrection du Parti de la Révolution du Peuple, dirigé par Laurent-Désiré Kabila, lors des guerres de Moba, au bord du lac Tanganyika. Ces opérations, menées avec brutalité, échouent à éliminer Kabila, qui se réfugie en Tanzanie et en Ouganda. En 1990, Mobutu envoie le colonel Donatien Maélé au Rwanda pour soutenir le régime de Juvenal Habyarimana face à l'offensive du Front patriotique rwandais. Les phases participent également à des opérations au Soudan et au Tchad. Ces interventions extérieures, dictées par les intérêts géopolitiques de Mobutu et de ses alliés occidentaux, épuisent une armée déjà exsangue. Le tournant géopolitique majeur survient entre 1989 et 1990. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 annonce la fin de la guerre froide. Mobutu, qui avait bâti sa légitimité internationale sur son rôle de rempart anticommuniste en Afrique centrale, perd brutalement sa valeur stratégique aux yeux de Washington, Paris et Bruxelles. Le soutien occidental inconditionnel s'arrête. En mai 1990, sous pression internationale, Mobutu accepte le principe du multipartisme, mettant fin officiellement à 32 ans de parti unique. Mais pour conserver le pouvoir, il laisse délibérément l'armée se dégrader,
craignant qu'une institution militaire forte ne devienne le fer de lance d'un coup d'État. Cette stratégie atteint son point de rupture en septembre 1991. Les soldats, non payés depuis des mois, se révoltent. Le 23 septembre, une mutinerie éclate à Kinshasa. Les FAZ se lancent dans un pillage massif de la capitale. Magasins, entrepôts, résidences privées, rien n'est épargné. Le chaos est total. Les ambassades occidentales déclenchent des opérations d'évacuation d'urgence. La France lance l'opération Baumier. La Belgique déploie l'opération Bluebeam. 2000 soldats français et belges interviennent pour évacuer 20 000 ressortissants étrangers. Les instructeurs militaires chinois, belges, français et israéliens qui formaient encore certaines unités des FAZ quittent définitivement le pays. L'image internationale du Zaïre est dévastée. Mobutu, retranché dans sa résidence protégée par la DSP, laisse faire. Il ne contrôle plus rien. Ou plutôt, il ne contrôle plus que la DSP. Le reste des phases n'est plus une armée. C'est une horde. Les derniers instructeurs étrangers encore présents quittent définitivement le pays. Le peu de capacité opérationnelle qui subsistait s'évapore. Seule la division spéciale présidentielle conserve une efficacité relative. Et encore, uniquement pour protéger le palais. À la sortie de cette crise, les phases ne sont plus qu'une coquille. Vers le milieu des années 1990, sur le papier, l'armée zaïroise compte encore plusieurs dizaines de milliers d'hommes répartis en brigades et divisions. Dans les faits, seules quelques unités demeurent opérationnelles. La division spéciale présidentielle, la DSP, créée et commandée par Nzimbi Ngabale, compte environ 15 000 hommes. C'est une armée dans l'armée, mieux payée, mieux équipée, chargée exclusivement de protéger Mobutu et sa famille. La division Kamanyola, forte de 12 000 hommes, est considérée comme la meilleure unité de combat. La 31e brigade parachutiste, formée par des instructeurs français, conserve des capacités d'intervention rapide. La garde civile, la GACI, créée en 1984 pour lutter contre le terrorisme, complète ce dispositif. Mais toutes les autres unités sont fantômes. Leurs effectifs sont gonflés. Leurs équipements sont inexistants ou volés. Leurs soldats ne sont ni formés ni payés. Entre 1981 et 1996, les phases entrent en agonie. Elles ne sont plus payées. Elles ne sont plus équipées. Elles ne sont plus formées. Elles survivent par la prédation, rançonnant les populations, contrôlant des barrières routières où elles extorquent les civils, se livrant au trafic de ressources naturelles. Dans l'est du Congo, certaines unités deviennent indiscernables des bandes armées qu'elles sont censées combattre. Un rapport de la CIA datant de cette période constate que les phases ne pourraient résister à aucune offensive sérieuse. Elles sont incapables de défendre le territoire national. Elles sont incapables de maintenir l'ordre intérieur. Elles ne sont même plus capables de se nourrir sans piller. Lorsqu'en 1984, après le génocide rwandais, près d'1 million de réfugiés Hutus, dont des dizaines de milliers de génocidaires armés, se déversent au Zaïre, les phases ne font rien. Elles ne désarment pas les milices interamois. Elles ne démantèlent pas les camps qui deviennent des bases arrières pour des raids contre le Rwanda. Elles assistent, impuissantes ou complices, à la transformation de l'Est du Zaïre en poudrière. Quand Laurent Désiré Kabila et l'AFDL lancent leur offensive en octobre 1996, cette armée en décomposition s'effondre en quelques mois. La DSP résiste un temps, mais finit par fuir avec Mobutu. La division Kamanyola se débande. Les autres unités désertent ou se rendent. Le Zaïre tombe. Les phases disparaissent. Ce qui surgira de leur ruine portera un autre nom, mais héritera de tous leurs vices. Devenue une coquille vide, gangrenée par la corruption et le pillage, les FAZ avaient perdu toute capacité opérationnelle et toute volonté de défendre la souveraineté nationale. Lorsque le génocide rwandais et ses conséquences régionales transformèrent l'Est du Zaïre en une poudrière, l'armée de Mobutu se montra incapable de gérer la crise.
l'offensive de Laurent-Désiré Kabila et de l'AFDL, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, ne fait qu'appuyer sur la gâchette d'un système déjà à l'agonie. L'effondrement était brutal, mais inéluctable. Nous allons ainsi développer ce point dans le chapitre 6, 1996-1997, l'effondrement et les guerres du Congo. Et en 1984, le génocide rwandais bouleverse la région des Grands Lacs. Près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés sont massacrés en 100 jours. Les forces armées rwandaises et les milices interamway, responsables du génocide, fuient le Rwanda après la victoire du Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Ils se réfugient au Zaïre, dans des camps installés près de la frontière. Ces camps ne sont pas de simples refuges humanitaires, ce sont des bases arrières. Les ex-génocidaires s'y réorganisent, s'y réarment et lancent des raids contre le Rwanda. Kagame exige que Mobutu démantèle ces bases. Mobutu refuse, ou plus exactement, il est incapable de le faire. Ses phases sont trop faibles, trop corrompues, trop désorganisées. En 1996, le Rwanda décide d'agir seul. Kigali soutient une coalition rebelle dirigée par Laurent-Désiré Kabila, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDL. Cette coalition hétéroclite regroupe des opposants zaïrois, des rebelles rwandais Tutsis et des soldats de l'armée rwandaise régulière déguisés. Face à cette invasion, les FAZ s'effondrent. Pas lentement, rapidement, complètement. Les unités désertent ou se rendent sans combattre. Les commandants fuient. En moins de 8 mois, l'AFDL contrôle le pays. Le 17 mai 1997, Mobutu quitte le Zaïre. Il meurt 4 mois plus tard en exil. Kabila entre à Kinshasa. Le Zaïre redevient la République démocratique du Congo. Cet effondrement n'est pas seulement militaire, il est institutionnel. Les phases, minées par 32 ans de corruption, de politisation et de négligence, n'avaient plus ni la capacité ni la volonté de se battre. Les 2 guerres du Chaba avaient révélé leur faiblesse. L'invasion de 1996 confirme leur mort clinique. Mobutu avait construit une armée pour le servir personnellement. Quand il est tombé, elle n'avait aucune raison de survivre. Les conséquences des 2 guerres du Chaba avaient été dévastatrices pour l'institution militaire. Mobutu, craignant désormais que l'armée ne devienne une menace pour son pouvoir, avait accentué les purges. Entre 1975 et 1978, des vagues successives d'épuration avaient décapité les cadres les plus compétents. L'affaire dite des terroristes, ou procès Kalum, en 1978, peu avant la 2e guerre du Chaba, avait vu 13 officiers condamnés à mort et exécutés à l'aube du 18 mars 1978, dont le major Charles Kalum Karamba et plusieurs de ses camarades formés à l'École royale militaire belge. Leurs familles furent empêchées d'organiser le deuil, leurs biens furent saisis. Dans la foulée, 752 officiers et sous-officiers reçurent des enveloppes contenant une simple lettre de renvoi et de mise à la retraite anticipée, sans explication, sans indemnisation, sans respect des règlements militaires. Chassés des camps militaires, beaucoup se retrouvèrent à la rue. Mobutu avait institutionnalisé la politisation de l'armée par l'ordonnance-loi du 1er juillet 1977, plaçant les phases sous l'autorité du mouvement populaire de la Révolution, son parti unique. Il s'était octroyé le titre de chef d'état-major général des phases, cumulant les fonctions de ministre de la Défense et de commandant suprême, violant ainsi le principe sacré du contrôle civil de l'armée. L'analyste Jean-Jacques Wando, spécialiste des questions de défense, résume cette période en affirmant que les guerres du Chaba ont marqué la lente mise à mort des FAZ par son géniteur Mobutu. L'armée cessa d'être une institution au service de la défense nationale pour devenir un organe prétorien chargé uniquement de protéger le régime. Entre 1978 et 1996, Mobutu maintint une paix et une sécurité relatives, mais refusa délibérément de développer, professionnaliser, équiper et moderniser ses forces armées
par crainte qu'elle ne se retourne contre lui. Cette décision stratégique scella le destin des FAZ. Mais la guerre ne s'arrête pas. En 1998, à peine un an après sa prise de pouvoir, Kabila rompt avec ses anciens alliés rwandais et ougandais. Il leur ordonne de quitter le pays. Ils refusent. Pire, ils soutiennent de nouveaux groupes rebelles contre lui. C'est le début de ce qu'on appellera la Deuxième Guerre du Congo, parfois surnommée la Guerre mondiale africaine. 9 pays africains s'impliquent directement. Le Rwanda et l'Ouganda soutiennent les rebelles. L'Angola, le Zimbabwe et la Namibie soutiennent Kabila. Des dizaines de groupes armés locaux profitent du chaos pour s'armer, se financer par l'exploitation minière illégale et imposer leurs lois dans des territoires entiers. Cette guerre dure officiellement jusqu'en 2003. Officiellement, car dans l'est du Congo, elle ne s'est jamais vraiment terminée. La chute de Mobutu et les 2 guerres du Congo qui s'ensuivirent laissèrent un pays exsangue et militairement fragmenté, mais ouvrirent aussi la voie à un processus de paix ambitieux. Les accords de Sun City, signés en 2003, avaient une ambition historique, mettre fin à la violence en fusionnant tous les anciens belligérants en une seule entité, les forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, cette architecture de la paix, basée sur le partage des postes plutôt que sur la transformation des mentalités, allait rapidement révéler ses failles fondamentales. Plongeons-nous dans le chapitre 7 afin de visionner la naissance des FARDC, une armée composite. Les accords de paix de Sun City, en Afrique du Sud, signés en 2003, mettent formellement fin à la guerre. Ils prévoient un gouvernement de transition et surtout la création d'une armée nationale unifiée, les Forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Ces accords sont le fruit de négociations complexes impliquant une dizaine de parties belligérantes. Le principe est clair, transformer les anciens ennemis en partenaires d'une nouvelle armée nationale. Sur le papier, l'architecture semble équilibrée. Les postes de commandement sont distribués entre les différentes factions selon une logique de partage du pouvoir. Chaque groupe armé accepte de démobiliser une partie de ses troupes et d'en intégrer une autre dans les nouvelles structures unifiées. L'idée est séduisante, la réalité sera tout autre, car les accords de Sun City ne s'attaquent jamais aux questions fondamentales. Quelle sera la doctrine de cette nouvelle armée? Quelles valeurs partagées uniront des hommes qui s'entretuaient quelques mois auparavant? Comment construire une chaîne de commandement cohérente quand chaque officier doit sa promotion à son ancien groupe rebelle plutôt qu'à ses compétences militaires? Ces questions sont ignorées. On fusionne des structures, on redistribue des grades, on rebaptise des unités, mais on ne transforme rien en profondeur. L'idée sur le papier était louable, mais l'analyse de la structure de commandement de 2005 révèle une toute autre réalité. Fusionner toutes les factions armées en une seule force nationale, transformer les anciens ennemis en frères d'armes et construire enfin l'armée républicaine que le Congo n'a jamais eue était le vœu. Mais en janvier 2005, 2 ans après les accords, la structure de commandement des FARDC révèle la vraie nature de cette unification. Le chef d'état-major des forces terrestres vient du Rassemblement congolais pour la démocratie, faction Goma, RCD-G, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Le chef d'état-major de la marine vient du Mouvement de libération du Congo, MLC, un autre groupe rebelle. Le chef de l'aviation aussi. Et les régions militaires? La première région militaire, Bandundu, est commandée par un homme du MLC. La 4e région, par un membre du RCD Kisangani, Mouvement de libération. La 5e, le Kasaï oriental, par le RCD. La 8e, le Nord Kivu, encore le RCD. La 9e, la province orientale, par un chef Maï Maï. Seules quelques régions sont commandées par des fidèles du parti du président Kabila, le DPRD. Cette répartition géographique du commandement crée un système pervers. Chaque commandant régional contrôle de facto un territoire, ses ressources, ses réseaux économiques. Les anciennes zones de contrôle rebelles
deviennent des fiefs militaires à peine camouflés sous l'uniforme national. Au Nord Kivu, un général issu du RCD commande des hommes dont beaucoup ont combattu pour le Rwanda. Au Sud Kivu, les loyautés se partagent entre plusieurs groupes Maï-Maï. En Ituri, les milices ethniques gardent leur structure sous couvert d'intégration. Cette architecture ne crée pas une armée. Elle légitime une confédération de seigneurs de guerre. C'est dans ce contexte de loyauté divisée qu'apparaissent rapidement les premières tensions sur le terrain. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que les FARDC de 2005 ne sont pas une armée unifiée. Ce sont plusieurs armées portant le même uniforme. Les anciens belligérants de la guerre ont simplement changé d'étiquette. Leur loyauté, leur réseau, leur chaîne de commandement parallèle, tout cela demeure. Les premières années des FARDC sont marquées par des tensions récurrentes. Des affrontements éclatent entre unités censées appartenir à la même armée. En 2004, avant même la fin officielle de la transition, des combats opposent d'anciennes factions à Bukavu et dans d'autres villes de l'Est. Ces incidents ne sont pas des bavures. Ils sont la conséquence logique d'une structure qui a unifié les étiquettes sans unifier les loyautés. Cette architecture fragile sera testée lors de la première élection démocratique de 2006. Elle survivra, mais elle ne se consolidera jamais vraiment. Car quelques années plus tard, une nouvelle politique va aggraver le problème au lieu de le résoudre. Cette politique porte un nom français évocateur de fusion et d'unité. On l'appellera le brassage. Ceci nous porte au dernier développement de notre épisode Le brassage, une erreur stratégique aux conséquences durables. Le mot brassage vient du français et évoque le mélange, la fusion. C'est le terme choisi pour décrire la politique d'intégration des ex-rebelles dans les FARDC. L'idée, encore une fois, semble sensée. Pour pacifier l'est du pays, le gouvernement négocie avec les groupes armés. Il leur propose un marché, déposez les armes, intégrez l'armée nationale et vous obtiendrez l'amnistie, des grades d'officier et une place dans les structures régulières. Mais la logique politique du brassage reposait sur une hypothèse fallacieuse, qu'un combattant rebelle, une fois intégré dans les FARDC, transférera automatiquement sa loyauté de son ancien commandant vers l'État congolais. Cette hypothèse ignore la réalité sociologique des groupes armés. Un rebelle ne rejoint pas une milice par idéologie abstraite. Il rejoint un réseau de protection, un système de survie économique, une communauté d'appartenance souvent ethnique ou régionale. Quand ce rebelle intègre les FARDC, ces liens ne disparaissent pas. Ils persistent. Il structure encore son comportement, ses loyautés, ses décisions. Le gouvernement congolais n'est pas naïf. Il sait que le brassage comporte des risques, mais il fait le calcul suivant. Mieux vaut avoir ses combattants à l'intérieur de l'armée, sous une forme de contrôle institutionnel, qu'à l'extérieur. Où ils continueraient à déstabiliser le territoire, c'est un pari qui sera perdu. L'illustration la plus éclatante de ce pari perdu fut le cas emblématique du CNDP et de ses figures. Ce groupe rebelle, dirigé par Laurent Nkunda, puis par Bosco Ntaganda, opère au Nord Kivu. Il est ouvertement soutenu par le Rwanda. Ses combattants sont formés, armés, conseillés par les services rwandais. Leurs officiers parlent Kinyarwanda. Leurs tactiques sont rwandaises. Leur allégeance réelle est à Kigali, pas à Kinshasa. En 2009, après des mois de combat, le gouvernement signe un accord avec le CNDP. Les rebelles acceptent le brassage. Ils intègrent les FARDC. Bosco Ntaganda, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, devient général dans l'armée congolaise. Laurent Nkunda, le chef historique du CNDP, est arrêté au Rwanda, mais jamais extradé vers la RDC. Ces hommes, eux, entrent massivement dans les FARDC avec leurs grades, leurs armes et leur structure de commandement intacte. L'intégration du CNDP n'est pas une opération militaire. C'est une opération politique. Kinshasa espère qu'en absorbant le CNDP, il neutralisera la rébellion et stabilisera le Nord Kivu. Le Rwanda, de son côté, réalise une opération d'infiltration stratégique magistrale. Il place ses hommes au cœur de l'armée congolaise dans des positions de commandement avec des grades officiels. Ces officiers refusent systématiquement d'être mutés hors du Kivu. Ils maintiennent leur réseau.
ils contrôlent les trafics miniers locaux. Ils obéissent à leurs anciens commandants, pas à Kinshasa. Sur le terrain, les conséquences opérationnelles du brassage furent immédiates et dévastatrices. Ce qui était présenté comme une victoire diplomatique est en réalité une capitulation stratégique. Car ces ex-rebelles, une fois dans les FARDC, ne changent pas de loyauté. Ils obéissent à leurs anciens commandants, pas à Kinshasa. Ils refusent d'être mutés hors du Kivu, la région qu'ils contrôlaient. Ils maintiennent leur réseau, leur trafic, leurs liens avec Kigali. Ils forment littéralement une armée dans l'armée. Un rapport de Eshima Magazine et de l'expert Luc Kabati, cité dans les documents que nous avons consultés, qualifie cette politique de désastre. Elle a gravement affaibli les FARDC en y introduisant des éléments déloyaux. Elle a institutionnalisé la méfiance. Comment un soldat congolais peut-il faire confiance à son camarade s'il sait que ce dernier était, il y a quelques mois, un rebelle ennemi? Comment un commandant peut-il planifier une opération s'il soupçonne que des officiers infiltrés vont transmettre les plans à l'adversaire? Des opérations militaires échouent parce que les positions des FARDC sont révélées à l'avance aux groupes armés. Des unités refusent de combattre certains groupes avec lesquels elles maintiennent des arrangements tacites. Des commandants détournent l'équipement, les munitions, les vivres destinés aux troupes pour les revendre ou les transférer à leurs anciens réseaux. La chaîne de commandement devient un théâtre d'ombre où personne ne sait vraiment qui obéit à qui. Le brassage devait unifier l'armée, il l'a fragmentée davantage. Il devait pacifier l'Est, il a préparé les guerres futures. Car en 2012, 3 ans après le brassage du CNDP, plusieurs officiers issus de ce groupe désertent et créent un nouveau mouvement rebelle. Son nom, le M23. Ce mouvement, que nous examinerons en détail dans les prochains épisodes, deviendra la menace la plus sérieuse pour les FARDC depuis leur création. Nous y reviendrons dans les prochains épisodes. Pour l'instant, retenons ceci. Le M23, qui aujourd'hui menace Goma, qui a humilié les FARDC, qui a mis à genoux l'État congolais, est la conséquence directe d'une politique qui a intégré des loups dans la bergerie. Le brassage de 2009 n'était pas une erreur technique. C'était une erreur stratégique fondamentale qui transforme une armée nationale en confédération de milices légalisées. Nous voilà au terme de ce premier voyage dans l'histoire des FARDC. Nous sommes partis de la force publique coloniale. Nous avons traversé la mutinerie de 1960, les années Mobutu, l'effondrement des phases, les guerres du Congo et l'échec du brassage. Qu'avons-nous appris? Que les FARDC ne sont pas nés dans un vide. Elles portent l'héritage de chaque erreur, de chaque compromis, de chaque trahison depuis l'indépendance. Elles sont le produit d'une histoire où l'armée n'a jamais été un instrument au service de l'État, mais un outil au service de ceux qui le contrôlent. Où les soldats n'ont jamais été des citoyens en uniforme, mais des pions dans des jeux de pouvoir. Cette histoire explique les failles actuelles des FARDC. Elle explique les loyautés divisées, la corruption endémique, l'inefficacité sur le terrain. Elle explique pourquoi, aujourd'hui encore, l'armée congolaise peine à remplir sa mission la plus fondamentale, protéger le territoire et le peuple. Mais l'histoire n'est pas une excuse, c'est un diagnostic. Et un diagnostic, aussi sombre soit-il, est la première étape vers un traitement. L'échec de la professionnalisation est avant tout un échec politique. Il ne s'agit pas d'une simple carence technique ou d'un manque de moyens. Il résulte d'une stratégie délibérée des régimes successifs, de Mobutu aux acteurs de la transition, qui ont préféré une force militaire faible, désorganisée et clientéliste, car elle était plus facile à contrôler et moins susceptible de se retourner contre le pouvoir en place. Cette instrumentalisation a créé une armée dont les officiers ont appris que la loyauté au chef est plus payante que la compétence militaire, installant un cycle vicieux de prévarication et de non-redevabilité qui perdure jusqu'à nos jours et coûte la vie à la population. Pour rompre avec cet héritage du chaos, la réforme doit être institutionnelle et républicaine. Il ne suffit pas de changer l'uniforme ou de redistribuer les grades.
La RDC a besoin de restaurer le contrôle civil effectif sur l'institution militaire et de redéfinir la mission des FARDC comme étant exclusivement la défense de la souveraineté nationale et la protection du citoyen, sans distinction ethnique ou politique. Ce n'est qu'en bâtissant une armée fondée sur le mérite, la discipline et l'honneur du service public qu'elle pourra devenir le pilier de l'État et non plus sa principale menace intérieure. Dans notre prochain épisode, nous quitterons le passé pour examiner le présent. Nous entrerons dans les casernes, nous ouvrirons les dossiers, nous regarderons les chiffres. Nous ferons l'anatomie d'une institution en crise. Nous parlerons de commandements politisés, de soldats fantômes, d'équipements obsolètes et de morale en berne. Nous parlerons aussi des Wazalendo, ces milices supplétives que l'État a légalisées en 2023. Nous répondrons à une question simple. Comment fonctionne, ou plutôt comment dysfonctionne, l'armée congolaise aujourd'hui? Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le deuxième épisode d'Inside News Review, Anatomie d'une institution en crise. Bonne soirée. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose d'utile? Alors montrez votre soutien. Abonnez-vous dès maintenant à Inside News, activez la cloche pour suivre nos prochaines vidéos et partagez celles qui méritent d'être vues. Restez connectés, l'information continue ici sur Inside News.